Au début, on parlait beaucoup de masques. Mais je suis surpris de voir que maintenant, on en parle de moins en moins. Pourquoi? Parce que le masque coûtait cher. Au départ, ce masque a coûté 100 francs, puis 200, puis 300, mais c'était 2500. Alors, il devient difficile de l'appliquer comme mesure collective. Bon, dans le même sens que le conseiller, le docteur Kamba, qui propose, et je suis d'accord avec lui, pour insister justement sur la fabrication des masques qui constitue une mesure collective très efficace pour protéger notre population. Faisons un pas en arrière. Lorsque nous avons commencé à opérer dans ce pays, même en France, j'ai opéré en France, moi j'ai étudié en France, on opérait avec des tissus. Lorsque vous fabriquez ça sur place et que vous repassez ça avec le fer à repasser, mais il devient stérile. Le problème c'est de le rendre accessible. Vous achetez un pagne. Combien de masques on peut fabriquer avec un pagne? Pour cela, nous proposons la fabrication des masques moins chers avec les tissus que nous avons, notamment des tissus kaki, comme vous voyez, qui n'est pas perméable. Les gens disent, oui, les microbes entrent. Non, le virus est plus gros que les mailles des tissus. Est-ce que dans le monde, il y a des mesures spéciales pour les femmes enceintes? Sûrement. Mais, comme vous l'avez dit, je n'entends pas parler de ça. Oui, elles sont reçues comme toutes les malades, bien entendu. Là, maintenant, que deviendront ces femmes-là? Comme toutes les maladies virales, il y a beaucoup de problèmes. Il y a, au début de la grossesse, ce qu'on appelle des malformations ou même des avortements. Alors, si la grossesse est suffisamment avancée, ce sont des morts in utero. Enfin, il y a des enfants qui sont atteints par la maladie virale, mais qui naissent avec la maladie. À mon avis, il serait mieux que dans la structure actuelle qui existe, qui s'occupe de cette maladie, qu'il y ait aussi une structure efficace qui s'occuperait des femmes enceintes spécialement. Téléspectateurs de la RTNC, bienvenue à cette nouvelle production de votre émission. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre ces nouveaux programmes. Le Covid-19, on en parle à travers le monde. Cette pandémie qui décime jusqu'à ces jours des milliers de populations est aussi entrée dans nos pays d'Afrique. Alors tous les pays, tous unis comme un seul homme, fournissent les efforts pour bouter hors de nos territoires cette horrible maladie. Pour bouter hors de nos territoires cette horrible maladie qu'est le coronavirus. C'est le cas de notre pays, la République démocratique du Congo, où le président de la République a même déclaré un état d'urgence et où les mesures d'hygiène sont de stricte application. Il y a aussi dans notre pays un Congolais, médecin de renom, qui de son côté insiste sur le port des masques ou cache-nez qui peut se faire fabriquer localement. C'est à prendre parmi les mesures de précaution. Lui, c'est le professeur Yanga, qui est aussi médecin, gynécologue, obstétricien, qui est ici sur ces plateaux et avec lui, nous allons évoquer toutes ces questions. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Docteur, le coronavirus est devenu une pandémie, fait ravage dans le monde. Qu'est-ce que vous en savez de plus? C'est une pandémie, comme vous le dites, et comme on dit en latin, pan, c'est-à-dire le monde entier. Ce n'est même pas une épidémie qui est localisée, mais c'est pandémie, c'est-à-dire le monde entier. C'est très grave, c'est dramatique. J'ajouterai que, c'est mon avis, c'est plus grave que le sida. Plus grave que le sida parce que les mesures de protection sont tout à fait différentes. Et l'invasion est tout à fait différente. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je vais de le dire, et vous l'avez, dans votre introduction, vous l'avez dit aussi, cette maladie décime le monde, entre dans tous les pays, et entre dans les pays, même les pays qui sont développés, il y a beaucoup de morts, beaucoup de décès. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles je loue les efforts que
le président de la République a proposé les mesures qu'il a proposées parce que il a considéré cette pandémie comme la guerre. En fait, il a presque déclaré la guerre. Et pour cela, nous devons faire ce qu'on appelle des efforts de guerre. Chacun doit être conscient de cette pandémie, de cette guerre. Et les mesures sont très nombreuses et vous les avez citées. Je pense que, comme tout le monde, je considère cette maladie comme une pandémie grave et pour laquelle il faut prendre des mesures graves. Ouais, les mesures sont prises, docteur. Vous êtes médecin. Vous pouvez nous rappeler les quelques mesures qui sont prises et peut-être en ajouter aussi. Hein? Bon, écoutez, moi je ne suis pas épidémiologiste, mais en principe, quand on parle de mesures, on parle de mesures collectives, c'est-à-dire épargner, protéger la population, ou des mesures individuelles pour se protéger soi-même, ou alors des mesures mixtes, c'est-à-dire qui protègent à la fois l'individu et le malade. Donnez-nous quelques exemples. Lorsque nous opérons, nous, à la salle d'opération, nous portons des masques. Ce n'est pas seulement pour nous protéger, nous, mais pour protéger aussi le malade. Pourquoi? Vous ouvrez le ventre d'une femme malade, vous faites une plaie, et si par mégarde ou vous n'avez pas de masque, par exemple, vous toussez ou bien vous éternuez, mais votre gorge n'est pas stérile, vous pouvez infecter la plaie du malade. Ça, c'est la protection du médecin, de celui qui opère. Mais, j'ai dit c'est mixte, vous protégez aussi la malade parce que, vous vous protégez vous-même aussi parce qu'il suffit que, en ouvrant la plaie, ça peut être un abcès, ça peut être du pus dans le ventre, du sang, ça jaillit au visage de l'opérateur. Actuellement, d'ailleurs, il est conseillé d'opérer les sidériens, et les sidériens n'avaient que des lunettes. Nous devons porter des lunettes. Parce que si le sang des sidériens entre dans les yeux et que vous frottez vos yeux, vous avez fait ce qu'on appelle des portes d'entrée et vous pouvez être atteint de sida. Donc, vous voyez, donc là, il s'agit des mesures de protection à la fois de l'individu, de l'opérateur et de la malade. Là, c'est collectif ou mixte? Mixte. Voilà. Parlez-nous de la protection individuelle. Individuelle. Qu'est-ce que vous entendez par? Dans ce cas de pandémie, par exemple, on vous dit, restez dans votre chambre. Vous êtes confiné dans votre chambre. Vous protégez seul. Vous n'êtes pas exposé au virus qui est dans la rue. Comme on dit, le virus ne circule pas. Ce sont les malades qui font circuler le virus. Quand vous êtes confiné dans votre chambre, là, vous appliquez une mesure individuelle, ou bien en cas de sida. Vous savez que cette malade est atteinte de sida, une femme atteinte de sida. Vous ne voulez pas y aller avec elle, ou bien vous portez un préservatif. C'est une mesure individuelle. Ça n'atteint pas la population, mais individuelle. Et mesure collective? Collective, c'est presque mixte? Ça peut être mixte comme ça peut ne pas être mixte. Okay. Parce que je viens de vous donner l'exemple du chirurgien qui opère. Il se protège lui-même, mais il protège le malade. Ce n'est pas la collectivité, ça. Par contre, les mesures collectives, c'est la population. C'est elle qui fait maintenant. C'est celle qu'il faut appliquer maintenant. Parce que nous sommes devant un cas, devant une maladie qui touche le monde entier, qu'on appelle la pandémie. Là, ce sont des mesures collectives qui doivent être plus efficaces. Et parmi ces mesures, vous les connaissez bien, laver les mains, ne pas se saluer, ne pas se faire des baisers. Si vous toussez, vous devez tousser dans le coude de votre, dans le pli de votre coude, etc. Ce sont des mesures dont tout le monde parle à la télévision, à la radio. Et au début, on parlait beaucoup de masques. Mais je suis surpris de voir que maintenant, on en parle de moins en moins. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, puisque le masque coûtait cher. Au départ, ce masque a coûté 100 francs. Puis 200, puis 300 000, c'était 2500. 2500. Alors, il devient difficile de l'appliquer comme mesure collective. Parce que s'il faut emporter chaque 3 heures et pendant un mois, voilà. C'est un budget. Hein? Voilà. Et la France, qui est un grand pays riche, a commandé des milliers de masques en Chine, s'il vous plaît. Alors,
pour qu'une mesure collective soit efficace, il faut qu'elle soit accessible à la population. Voilà. Accessible pour cela, c'est le coût. Le coût. Et c'est pour ça que j'abonde dans le même sens que le conseiller, le docteur Kamba, qui propose, et je suis d'accord avec lui, et c'est pour ça que j'ai accepté de votre invitation, pour insister justement sur la fabrication des masques qui constituent une mesure collective très efficace pour protéger notre population. Docteur, vous avez dit, lavez-vous les mains, voilà, c'est presque tout le monde qui les fait. Vous trouvez des fontaines partout et tout, c'est à féliciter. Mais vous avez dit qu'on parle de moins en moins du port des masques. Donc vous soutenez à ce que ces ports de masques deviennent obligatoires. Pour qu'ils deviennent obligatoires, il faut qu'ils soient accessibles à la population, c'est-à-dire moins chers. Alors, et comme dans le cas de contraception, lorsque vous voulez proposer à un couple de ne pas avoir des enfants, il faut leur proposer des méthodes qui soient efficaces, mais accessibles, etc., mais qui soient moins coûteuses, moins chères. Sinon, alors, ça ne sera pas efficace. Alors, mais en fait, j'adhère à cette méthode de protection collective qui est le port de masque, parce que avec la population quinoise que nous avons, qui se côtoie en masse dans les magasins comme dans la rue, si chacun de nous porte le masque comme on a vu en Chine ou en Corée, et bien peut-être en France, quand on va lever le confinement, eh bien, si le masque coûte moins cher, il sera accessible à tout le monde et pourra protéger notre population. Il faut rendre ce masque accessible, moins cher à la population. Et qu'est-ce que vous proposez concrètement? Concrètement, faisons un peu en arrière, un pas en arrière. Lorsque nous avons commencé à opérer dans ce pays, même en France, j'ai opéré en France, moi j'ai étudié en France, on opérait avec des tissus, on le rend stérile, qu'on ne le rende pas contagieux. Pour cela, nous proposons la fabrication des masques moins chers avec les tissus que nous avons, notamment des tissus kaki, comme vous voyez, qui n'est pas perméable. Et voilà, je vais y arriver. Les gens disent, oui, les microbes entrent. Non, non. Le microbe, le virus, écoutez bien, le virus est plus gros que les mailles des tissus. C'est très important. On l'a dit à la télévision et les scientifiques continuent à le dire que le port de masque protège parce que le virus est plus gros que les mailles, c'est-à-dire les trous, si vous voulez, entre guillemets, des masques. Donc c'est une bonne protection. Et à fortiori, lorsque ça c'est encore beaucoup plus léger, mais si c'est beaucoup plus épais, lorsque vous fabriquez ça sur place et que vous repassez ça avec le fer à repasser, mais il devient stérile. Le problème c'est de le rendre accessible. Un pagne. Vous achetez un pagne. Combien de masques on peut fabriquer avec un pagne? Puisque les bonnes volontés, les gens de bonne volonté ont donné de l'argent et continuent à donner de l'argent. Si cet argent est bien utilisé dans un cadre bien structuré avec des gens honnêtes, comme je l'ai dit, il y a moyen de fabriquer des milliers et des milliers de masques avec des tissus que nous avons ici, c'est-à-dire des wax ou des tissus kaki que nous avons ici. Donc il faut fabriquer, encourager la fabrication des masques sur place, soit de façon industrielle. Bon, l'argent est là parce qu'il y a des gens qui donnent l'argent, ou alors dans les quartiers, il y a des gens qui ont des petits ateliers. Moi j'en ai un petit que j'ai fondé quand j'étais député à Mbingiri. Ça existe encore. J'ai acheté une trentaine de machines. L'atelier d'Ingiri, c'est pas pour la publicité, je ne suis plus député d'ailleurs, mais cet atelier existe encore. Et aussi, il faut qu'on leur donne les tissus, ils vont nous fabriquer et les masques et les bonnets. Et ça, je crois que c'est accessible à tout le monde. Et Kinshasa a 7 millions ou 2 millions de personnes, mais avec la bonne volonté. Et je vais vous faire rire. Quand vous sortez à Kinshasa et vous voyez des gens nus, avez-vous vu des Kinois nus? Tout le monde est habillé. Vrai ou faux? Oui. Maman Christine, est-ce que vous voyez des Kinois nus? Alors pourquoi? Si vous n'êtes pas nus, vous protégez
le sexe, vous ne savez pas lapider. Pourquoi ne pas avoir un masque entre ce que vous avez porté vous et le masque qui vous prenez compte de maladies graves, mortelles? Qu'est-ce que vous choisissez? Se promener nu? Non, vous ne le ferez pas parce que vous êtes toujours habillé. Alors, un masque, c'est à la portée de tout le monde maintenant. Docteur, vous avez dit que dans l'ancien temps, en fait, je ne sais pas, peut-être il y a plus de 10 ans, plus de 20 ans, c'était des masques, des bonnets produits localement. Est-ce que, et comment on les stérilisait? Parce que c'est quand même des tissus et les malades ou bien des cas d'opération, c'est très fragile, très sensible. Et la stérilisation se faisait comment? Merci beaucoup pour la question, c'est très important, très intéressant parce que je ne sais pas si vous êtes passé par le centre. Dans le temps, je vous ai dit tout à l'heure, lorsque je me suis habillé avec le kimono, qu'il s'agit des kimonos, c'est-à-dire ce que nous portons à cette opération, les champs opératoires, les masques, les bottes, tout était stérilisé à l'autoclave. L'autoclave, c'est un instrument, un récipient avec des métalliques, avec des parois épaisses, résistant à la chaleur et à fermeture hermétique. On ferme ça avec des vis hermétiquement fermées, on met de l'eau dedans et on met les tissus dedans. La stérilisation se fait par évaporation et c'est avec plus de 100 degrés et il y a un manomètre qui montre le degré atteint et lorsque le manomètre tire au vert, c'est que la stérilisation est faite et on va ouvrir l'autoclave et on sort le matériel ou le tissu stérilisé. Ça, c'est pour les tissus. Pour le matériel métallique, les instruments, c'est dans les poupinelles. Une fois lavé, on les met dans les poupinelles. Là encore, il y a un manomètre qui monte et ça sonne un gain, c'est que la température attendue est atteinte et on peut sortir le matériel qu'on met dans une boîte stérile prête à être apportée à la salle d'opération pour servir à l'intervention chirurgicale. Donc, deux façons, l'autoclave pour les tissus et le premier pour le matériel métallique. Il y a aussi, j'ai vu, je suis venu en 72 en vacances, j'ai visité quelques centres à Bas-Congo où on stérilise encore le matériel avec des grandes casseroles qu'on appelle des cuves chauffées et on opère avec ça. J'ai vu ça. Ça s'est fait jusqu'à présent? J'en sais rien, je ne suis plus rentré là-bas. Mais bon. C'est-à-dire dans les temps, c'était presque dans les hôpitaux qu'on utilisait ça. Dans les hôpitaux des religieux, des religieuses, des missions catholiques. Mais on opère encore. Et actuellement, il y a même des groupes électrogènes. Des groupes électrogènes, moi j'en ai donné en PC, j'en ai donné à Quintano. Et il y a des groupes électrogènes qui peuvent servir comme source électrique pour stériliser le matériel. Donc le tout, vous avez bien posé la question, il faut utiliser le matériel stérile. Alors, pour revenir à nos masques, vous pouvez stériliser votre masque avec le fer à repasser. Je ne sais pas, Christine, si vous avez connu des fers à charbon. Oui, je l'ai connu, mais pourquoi ne pas utiliser ça, mon Dieu? Est-ce que ça existe encore? On ne sait pas. Ben, ça n'existe pas, mais ça existe encore. J'ai vu ça à Massina. J'ai vu ça à Massina il y a 2 ans, 3 ans. Pourquoi ne pas utiliser ça? Vous avez votre masque, vous laissez passer le fer à repasser là-dessus. Le fer est en incandescence, c'est combien de degrés? C'est plus de 100 degrés. Oh, le virus ne résiste pas à 100 degrés. Donc il y a moyen. J'insiste beaucoup, nous n'inventons rien, nous sommes en état de guerre, il faut utiliser des moyens adaptés à cette situation-là. Docteur, revenons encore à ce système ancien-là. Est-ce que c'est vraiment aboli ou bien ça existe? Parce que je vois que vous avez et ces tissus-là et les tissus, les cache-nez à usage unique. Oui. Comment ça se passe? Vous avez supprimé cet ancien système pour adopter carrément les usages uniques. Là, je dois être honnête avec vous que au Guinée universitaire, en tout cas, c'est abandonné. Vous êtes médecin, plus de matériel ou des tissus à usage multiple, non.
nous avons des tissus, des matériels à usage unique, sauf les instruments. Les instruments, ça nous les mettons encore à la stérilisation. Mais les tissus, les bonnets, tout ça, c'est à usage unique. Vous entrez à la salle d'opération, vous sautez là, tout ça pour vous jeter. Sauf ça, évidemment, pour nous garder au centre de traitement. Donc, dans certains hôpitaux comme Angaliema, Yemo, je crois, au Clinique Bester, nous avons adopté le système des matériels à usage unique. Ça coûte cher. Nous ne les fabriquons pas. Nous ne les fabriquons pas, ça vient d'ailleurs. Et il faut parfois faire appel à des hommes de bonne volonté parce qu'il nous arrive que le kit est terminé. Parce que le kit, il y a des malades qui arrivent pauvres, il n'a rien. Et dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque le kit est terminé? S'il est terminé, ben, parfois, nous avons des médecins qui ont des kits des recherches, des réserves, comme on dit. Eh ben, on fait appel à cela. Mais en principe, nous, on sait de prévoir quand même. Prévoir qu'on n'arrive pas à épuisement des kits. Quand j'étais chef du département, on était à utilisation mixte. Il y avait à la fois les kits à usage unique et des kits à usage multiple. Parce que nous avons l'autoclave, nous avons le poupinel, ça nous permet de stériliser encore notre matériel. Et comme le docteur parle de certaines machines qui étaient utilisées dans les temps pour stériliser et les habits et les instruments, je vous laisse suivre cette démonstration qu'il va lui-même nous faire à Saint-Instant. Dans le monde entier, hein, on a toujours opéré comme ça. Et une infirmière, derrière, vous faites ce qu'on appelle ça le kimono. Trop faire, il faut d'abord... ça, vous mettez ça avant. Mais ça, vous mettez le masque. Tout ceci est stérile dans un paquet qui est sorti de l'autoclave. Donc ce tissu-là, je n'ai pas amené des champs opératoires, des champs qui couvrent le malade. Tout est stérilisé dans l'autoclave, n'est-ce pas? Et on porte le masque, comme ça. Et enfin, on prend les champs opératoires qui ont été stérilisés et qui couvrent le malade à opérer. Docteur, vous êtes gynécologue obstétricien. Nous avons depuis le début de cette maladie, cette pandémie, nous entendons des mesures de précaution et tout, mais on n'a pas encore entendu quelque chose du côté des femmes enceintes et même les femmes qui viennent d'accoucher. Est-ce qu'il existe des méthodes ou des mesures d'hygiène pour ces cas particuliers des femmes? Et vous avez raison, madame, de poser cette question parce que c'est une question très importante. Dès que la pandémie a commencé, les gynécologues, les médecins en général, les gynécologues en particulier, ont pensé à cela. Que doit-on faire chez les femmes enceintes atteintes de ces virus? On a créé une petite cellule ici et qui est composée des gens que je connais, je ne sais pas le nom, des volontaires pratiquement, et qui ont essayé de l'organiser une petite cellule, une structure d'accueil de ces femmes-là. Et vous savez, les moyens ne sont pas là. Alors, le dernier cas que j'ai connu, la cellule nous a dit envoyer ça à Yemo où il y a quand même une structure d'accueil de toutes les malades, et y compris les femmes enceintes. Donc, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Est-ce que dans le monde, il y a des mesures spéciales pour les femmes enceintes? Sûrement. Mais, comme vous l'avez dit, je n'entends pas parler de ça. Et j'ai posé des questions à quelques collègues
en Belgique, ils m'ont dit, nous, ici, c'est très grave. Les gens sont confinés et on propose même que les gens n'aillent pas à l'hôpital parce que l'hôpital, c'est un mouroir. Il y a beaucoup de malades, très peu de places et les moyens ne suivent pas. Alors, qu'est-ce que l'on fait des femmes enceintes? Je vous dis la vérité, je n'en sais rien. Mais nous, on a pris vraiment le devant. On a cette équipe-là parce qu'ils n'ont pas de quoi suivre ou faire face à ce genre de pathologie. Oui. Alors, on les a envoyés à Yemo. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Nous ne savons pas. Donc, il y a quand même des centres qui les reçoivent quand même, ces oui, femmes. Ils sont reçus comme toutes les malades, bien entendu. Là, maintenant, que deviendront ces femmes-là? Comme toutes les maladies virales, il y a beaucoup de problèmes. Il y a, au début de la grossesse, ce qu'on appelle des malformations. Il peut y avoir des enfants avec des malformations au niveau de la tête, au niveau du cœur, au niveau des viscères. Donc, les virus ou même des avortements. Même les fœtus dans les trompes? Non. Les virus, non, pas tellement. Sauf si les trompes sont abîmées par une infection, oui. Mais sinon, la grossesse extra-utérine, les virus ne terminent pas tellement. Et ce sont surtout, au début de la grossesse, c'est les malformations qui sont très fréquentes. Alors, si la grossesse est suffisamment avancée, ce sont des morts in utero, c'est-à-dire des enfants qui sont morts dans le ventre. Et enfin, il y a des enfants qui sont atteints par la maladie virale, mais qui naissent avec la maladie et qui développent alors des... Là aussi, il faudra une prise en charge dès la naissance. Hein? Spéciale, absolument. Ok. Docteur, qu'est-ce que vous proposez alors? Qu'est-ce que vous avez quand même une proposition et par rapport à ces femmes-là, parce que vous êtes quand même gynécologue et les femmes enceintes, c'est aussi une préoccupation. Hein? Vous avez parfaitement raison. Ma proposition serait vraiment de créer une cellule spéciale pour ces femmes-là. Pourquoi? Parce que, comme je viens de vous le dire, madame, que ce soit au début de la grossesse, où il y a des malformations, etc., et à la fin de la grossesse, il y a les morts fétales in utero, c'est un problème. Sans parler de la mort de la femme elle-même. Sans parler de la mort de la femme elle-même. Donc, à mon avis, il serait mieux que dans la structure actuelle qui existe, qui s'occupe de cette maladie, qu'il y ait aussi une structure efficace qui s'occuperait des femmes enceintes, spécialement. Docteur, vous avez dit en temps de crise, il faut être inventif. Et si nous pouvons encore revenir sur cette méthode que vous réveillez, une méthode qui existe, et pouvoir, je pense, vous appeler chacune des populations à inventer pour ne pas trop dépenser et se munir de ces masques en se promenant à travers la vie. Parce que le virus, c'est l'homme qui le fait circuler. Oui. Mais je crois que je l'ai dit, madame, vous ne voyez pas des quinois nus. Vous ne voyez, je réponds à votre question. Oui. Vous ne voyez pas des quinois nus. Est-ce que vous voyez des hommes ou des femmes nus dans la rue? Alors, s'ils arrivent à s'habiller quand même, est-ce qu'ils ne peuvent pas vraiment se payer un masque lorsque celui-ci sera moins cher? C'est-à-dire lorsqu'il sera fabriqué sur place avec des tissus qu'on a sur place. Et ce n'est pas possible. Même un pagne. Un pagne qui peut faire sortir une dizaine, une quinzaine de masques. Comme vous ne voyez pas les personnes nues dans la rue, pourquoi vous ne voulez pas voir des hommes avec des masques dans la rue? Pourquoi? À partir du moment où le masque coûterait moins cher. Parce qu'il est évident que les habits que nous portons coûtent peut-être moins cher. Peut-être. Mais si les bonnes volontés continuent à donner de l'argent et que cet argent est bien géré, il y a moyen d'arriver à fabriquer des masques pour toute la population des Quinois, toute la population quinoise. Il y a moyen. Ouais, docteur, peut-être un message, un appel aux dirigeants, un message à la population, vous en tant que médecin, vous en tant que professeur, parce que là on va vers la fin de l'émission.
je salue la mesure du président de la République, que je considère comme un cri de guerre. Et pour cela, nous devons nous considérer comme un état de guerre. Et quand il y a guerre, il y a ce qu'on appelle les efforts de guerre. Les efforts de guerre appellent la solidarité collective nationale. L'effort de guerre fait appel à la solidarité nationale collective. Je sais que notre pays, il y a beaucoup de pauvres, mais ceux qui sont nantis, ceux qui ont des moyens, devraient normalement, je m'excuse beaucoup, je fais la parole politique. Si tout le gouvernement, tous les membres du gouvernement, les sénateurs, les députés, les PDG, les médecins, ceux qui ont un peu $1000 par mois ou donneraient $10 à cette équipe-là ou à cette structure, est-ce qu'il n'y a pas moyen vraiment de faire face à cette épidémie? À mon avis, il y a moyen. Nous devons, je l'ai dit à un proche de la présidence, nous devons prêcher par exemple nous-mêmes. L'effort de guerre doit être collectif, une solidarité nationale et pas, comme nous le constatons maintenant, de l'argent qui s'envole comme ça, alors qu'il y a des priorités qui intéressent la population et qui n'a pas d'argent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas de la politique, mais ce sont des réalités que nous vivons nous tous. Donc mon dernier mot, pas le dernier mot, pour ça poser la question, je reviens sur ce que j'ai dit, quand il y a la guerre, c'est tout le monde. Je vais vous donner je vais vous faire rire. Il y avait dans un camp, un couvent des religieuses. Les Allemands entrent et demandent à la supérieure, ma soeur, donnez-nous celle-là. Vous allez travailler pour nous. Alors la supérieure dit, ah, mon commandant, prenez, ça ne dérangez pas la dernière porte parce que c'est une vieille personne. Non, la guerre c'est pour nous tous. Une personne âgée, une religieuse très âgée, non, la guerre c'est pour nous tous. Vous avez compris? Oui. Et pourtant, vous comprenez ce que les Allemands voulaient. Mais la vieille sort de sa chambre et dit, non, la guerre c'est pour nous tous. Alors, il faut une solidarité collective, nationale, et en pressant par exemple nous-mêmes. Voilà, le message est passé. Vous avez suivi le professeur Yanga, qui est médecin gynécologue obstétricien et professeur ici à l'université de Kinshasa. Il a tout dit sur ce qu'il apporte comme appui au port de masques faits localement et pour permettre à tout le monde de se munir de ces masques. Et ces masques faits à base de tissus et autres pannes peuvent être stérilisés par les repassages à 100 degrés. Nous remercions l'intervention du professeur Yanga et nous vous remercions, fidèles téléspectateurs, pour votre attention à cette émission. Et nous vous signalons également qu'il existe une structure qui est en train de recruter des bénévoles dans le secteur de santé, et cette structure est basée à la FIKIN. Si vous êtes intéressé, prière nous contacter à partir de la RTNC, on vous indiquera. Merci à vous tous et restez chez vous, c'est les conseils pendant ces moments de confinement, et à très bientôt. Nous sommes en crise.
mais pour évaluer où nous en sommes, on devrait regarder les autres pays qui ont eu la même crise. Donc il y a encore la même crise. Si nous comparons la date qu'on a eu le premier malade ici, c'est-à-dire le 9 mars, c'est la date du diagnostic du premier malade, et aujourd'hui le 7, ça va faire pratiquement un mois. Les autres pays qui ont eu la même période ont vu arriver à ce moment-ci l'augmentation brutale de la courbe des malades. Donc, si on doit se comparer aux autres, on dirait que c'est maintenant qu'on devrait entrer dans la tempête de l'épidémie. Vous avez circulé à travers la ville et quel a été le constat sur le terrain? Alors, si vous parlez de la ville, vous parlez de Gombe, c'est vrai que Gombe est confiné. Le confinement semble être bien suivi au niveau de Gombe, parce que c'est ça qui avait été décidé, et il y a des checkpoints un peu partout, par des militaires et des policiers, et ça se passe plutôt bien. La région, elle est médicale, ça montre bien que l'épicentre, pour l'instant, est autour de Gombe. Alors l'idée, c'était de confiner Gombe, diagnostiquer les personnes, tester les personnes qui sont autour de ces malades-là, et si on en trouve qui sont positifs, les soigner eux. Et ça permet en fait, entre guillemets, de nettoyer la ville du virus. C'est pour ça qu'on a décidé de commencer par Gombe. Maintenant, les autres malades qui sont quand même déjà répartis dans d'autres zones sont aussi suivis en même temps. On va autour de ces patients-là, mais seulement autour, pas toute la commune, mais autour de ces patients-là, faire aussi le test pour dépister d'éventuels cas qui sont déjà positifs. Sauf que quand on commence le traitement, tout dépend de à quelle phase on a commencé le traitement. Si on a commencé le traitement très tôt, on se rend compte parfois qu'en quelques jours seulement, le virus est suffisamment éliminé pour que le malade se porte mieux. Donc c'est vraiment important que les gens comprennent qu'ils ne doivent pas avoir honte ni peur. Au contraire, mieux vaut se faire diagnostiquer très tôt, parce qu'en ce moment-là, on a quasiment toutes les chances d'être guéri. Et donc c'est pas une maladie honteuse. C'est pas une maladie dont il faut avoir peur. Il faut avoir peur de la contracter en se protégeant, mais quand on a déjà les symptômes, mieux vaut se faire remarquer très vite, parce que là, on sait aujourd'hui que seulement avec un traitement à prendre par la bouche, on peut être guéri en quelques jours.